Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui on parle d'un sujet sensible, tabou, les violences intrafamiliales. Quel rôle pour l'entreprise et les collaborateurs? On est souvent un peu embarrassé avec ce sujet et on accueillera Noémie Kenkin-Sonigo, elle est fondatrice de Team Parents avec un S, ancienne avocate et elle accompagne justement les collaborateurs et les managers sur ce sujet. Le cercle RH qui peut sauver l'engagement du travail. Et au travail, on a presque l'impression qu'il faut le sauver, le soldat engagement, avec des chiffres très bas en France. On en parlera avec nos experts, Flore Villemaud, Marc Landré et Fabrice Gatti. Que faire pour réenchanter le travail? On en parlera avec eux dans quelques instants. Et enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, négociation annuelle obligatoire et prime de pouvoir d'achat. Où en sommes-nous? On en parlera avec Cyril Bélanger, directeur conseil en rémunération chez Mercer France. Voilà le programme, tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job pour adresser aujourd'hui un sujet très sensible, très tabou, les violences intrafamiliales. Quel rôle pour l'entreprise, quel rôle pour la DRH et bien sûr pour les managers et les collaborateurs. Sujet sensible. Noémie Kenkin-Sonigo, merci d'être avec nous. Et merci de me recevoir. Je vous ai présenté comme ancienne avocate, c'est important parce qu'il y a du droit dans tout cela, en droit de la famille, et puis vous êtes fondatrice de Team Parents. De quoi on parle quand on parle de violences intrafamiliales? Ce sont des sujets qui se passent à la maison et qui vont venir déborder dans l'entreprise, c'est bien cela? Tout à fait, oui. On sait que si on parle des violences conjugales, ça concerne à peu près une femme sur 6 dans sa vie qui sera victime, et il y a aussi des hommes qui sont victimes, même s'ils sont moins nombreux. Et donc dans une entreprise, ça concerne beaucoup de gens. Il y a un couple sur 7 qui se rencontre sur le lieu du travail, donc ça peut aussi concerner des couples intra-entreprise. Et donc c'est un sujet qui est assez endémique, où on ne peut plus faire semblant de ne plus le voir, y compris dans le cadre de l'entreprise. Ça veut dire, et on parlera du droit, mais ça veut dire qu'il faut quoi? S'attacher à des signaux faibles, il faut, parce qu'il y a le moment où on va le savoir, puis il y a le moment où on va le pressentir. On agit à quel moment? Alors déjà, on agit en anticipation. Moi, ce que je recommande aux entreprises avec lesquelles on travaille, c'est d'agir grâce à de la sensibilisation et de la formation en amont, pour que les interlocuteurs des collaborateurs, que ce soit les DRH, que ce soit l'office manager, ça dépend de l'organisation de l'entreprise, mais que ces gens-là, ils se sentent outillés pour voir les signaux faibles, et puis pour entendre, pour avoir une écoute ouverte, pour savoir questionner, pour savoir proposer leur aide aux victimes qui vont venir se présenter à eux. Et donc ça, c'est la première chose, c'est sensibiliser, former. Ensuite, Noémie, il y a un enjeu. La personne s'est livrée à un collaborateur, à un élu syndical, à un délégué syndical, que sais-je. Qu'est-ce qu'on fait? On remonte à la DRH ou on met la poussière sous le tapis? Parce qu'il y a parfois le sentiment qu'on glisse un peu le sujet sous le tapis, on ne veut pas le voir. Bien sûr, et puis bien souvent, quand on n'est pas formé et pas sensibilisé, en fait, on ne voit pas, parce qu'on ne veut pas voir et parce qu'on ne sait pas quoi en faire de cette information. Bien embarrassé avec ce sujet. Bien embarrassé, parce que les traumas des autres, ça nous rend fébrile aussi, et c'est normal, c'est tout à fait naturel comme réaction. Et donc, former en amont, et puis rédiger des protocoles internes de qu'est-ce qui se passe quand il y a une situation comme ça qui survient, c'est important. Avoir des gens, des ambassadeurs qui sont formés sur ces sujets-là et qui sont identifiés en entreprise, ça permet de réorienter, d'aller poser ces questions tout en ayant la confidentialité à cœur. Quand quelqu'un vous confie quelque chose de confidentiel, il faut garder cette confidentialité. Et jusqu'où on va? Parce qu'il arrive que les violences intrafamiliales, ça peut être l'époux qui frappe son épouse et qui revient avec un bleu. Il faut aller à la police, la DRH peut contacter la police. Enfin, on ne peut pas faire à la place. Non, et on ne doit pas faire à la place. Ce qu'on peut faire, c'est écouter, orienter, accompagner. Mais on ne doit pas faire à la place de la victime. C'est déjà très difficile de se sortir des violences. Il faut que ça vienne, il faut que la victime, elle garde son pouvoir d'agir. L'entreprise, elle doit venir en soutien. Elle peut proposer un réseau d'aide. Elle peut prendre en charge les frais d'avocat, les frais de soutien psychologique. Elle peut aménager le temps de travail. Elle peut proposer de réorienter vers un réseau d'aide, d'associations, de professionnels. Mais le DRH ne doit pas faire à la place d'eux. Un mot et même plusieurs pour terminer, ça veut dire que ça chamboule aussi l'organisation du travail de la personne qui peut être en arrêt maladie, entrer dans une dépression, vouloir continuer à travailler tout en sachant qu'elle est fébrile. Comment on fait là? Là, ça demande, c'est comme sur tous les sujets d'aidance, de handicap, toutes les problématiques d'équilibre des temps de vie. C'est du sur-mesure, c'est être à l'écoute, c'est savoir s'adapter, proposer éventuellement des adaptations d'horaires, autoriser des absences pour la préparation d'une audience ou pour un dépôt de plainte. Il y a des entreprises
entreprises qui fonctionnent avec des comptes de jours de congé qu'on peut se donner dans des situations comme ça. En fait, c'est s'adapter, faire du sur-mesure, être à l'écoute. Le nombre de cas recensés, alors c'est compliqué parce que vous le voyez de votre fenêtre, mais est-ce que c'est plus important qu'on l'imagine, vous qui êtes sur le terrain? Oui, c'est plus important et les chiffres augmentent. Donc il y a à peu près... Parce que la parole se libère ou il y a plus de cas? Les deux. C'est... Les deux, en général. En fait, la parole se libère parce qu'on en parle plus, mais on pense aussi que la société se durcit. Il y a plus de précarité, il y a plus de détresse en termes de santé mentale, et puis c'est la grande cause, on en parle beaucoup. Et puis quand on est en détresse de santé mentale, c'est un facteur de risque pour les violences. Donc les deux. On en parle plus, mais il y en a plus aussi. Merci Noémie. 250 000 victimes de violences conjugales chaque année. Ouais, déclarées. Déclarées. Ouais. Donc des cas potentiels qui arrivent en entreprise. Exactement. Donc évidemment, nombre de cas plus important et la parole se libère. Et c'est important de libérer cette parole. Merci. Et vous accompagnez ces managers avec Team Parents, avec tous ces conseils pratiques très concrets pour sortir de ces situations extrêmement douloureuses. Merci de nous avoir Merci de m'avoir accueilli. Noémie Kenkin Sonigo, je le dis de tête, merci beaucoup. On tourne une page, on s'intéresse à l'entreprise, on va revenir à l'intérieur de l'entreprise et à l'engagement des collaborateurs. Il y a peut-être un lien de cause à effet d'ailleurs entre ces violences conjugales et l'engagement ou le désengagement. En tout cas, les chiffres de désengagement sont très élevés en France, en Europe, mais en particulier en France. Que se passe-t-il? Comment réenchanter le travail? On en parle avec mes invités et c'est le Cercle RH. Le Cercle RH avec une question fondamentale pour vous qui êtes des chefs d'entreprise, peut-être des DRH, des recruteurs. Qui peut sauver en France l'engagement des collaborateurs? Il est en berne, ce sont les chiffres Gallup, 7% des collaborateurs seraient engagés, donc ce qui veut dire que le reste est en train de s'effilocher dans une sorte de gris jusqu'au noir, de désengagement, de manque d'envie. Comment réenchanter le travail? Comment donner envie aux jeunes, mais aussi aux seniors, mais aussi aux collaboratrices de 40 ans de rester engagées dans son travail? C'est la question du jour et on en parle avec mes invités qui sont des experts de ce sujet. Flore Villemeau, directrice conseil RH, ravie de vous retrouver. Vous êtes venue ici il y a à peu près un an sur notre plateau, organisation et culture au Boson Project, avec une étude excessivement détaillée, très fine sur justement ce désengagement. Et vous dites dans un des titres, ça m'a marqué, le travail craque, c'est ça hein? Le travail, c'est ça. Donc c'est évidemment assez impressionnant. Marc Landré, ravi de vous accueillir, associé chez SIA Partners, et vous faites régulièrement des études autour de cet engagement ou désengagement, et vous avez peut-être un diagnostic, peut-être des solutions, je ne sais pas, peut-être qu'on va trouver des solutions aujourd'hui. Fabrice Gatti, on a probablement en tête, conférencier, cabinet Mankel. Vous étiez venu nous parler de votre livre précédent, mais là vous en sortez un nouveau, il est très direct, SOS Travail sous tension, les défis et solutions d'un monde professionnel en détresse. Chez Henrik B, ça sort le 13 novembre prochain. J'ai envie de commencer par vous. On est vraiment en détresse? Vous allez jusque-là? Oui, je vais jusque-là parce que en fait, on a la rencontre d'un système économique qui est néolibéral et qui est simplement sur le profit, l'utilité. Et quand on est sur un système qui est comme ça, qui est déshumanisé, c'est normal d'organiser en fait le travail sous un angle purement économique. Et donc et l'homme dans tout ça. Et donc l'homme est simplement un rouage. Et les pratiques terroristes n'ont pas permis à cet homme de se réaliser. Mais c'était pas un problème. C'était pas un problème. Parce qu'on n'était pas là pour ça. On était là pour assurer la sécurité de sa famille. On était là aussi pour pouvoir avoir l'ascension sociale. Et puis depuis les années 80, on a cassé le contrat social. Avec de nouveau les inégalités économiques sont reparties à la hausse. Et donc la promesse de l'entreprise... Ça continue. Non, mais la promesse de l'entreprise, en fait, dans la réalité, on observe à tout âge que c'est plus vrai. C'est plus vrai. Donc il y a plein de gens qui commencent à se dire soit je vais au burn-out parce qu'on me fait une injonction paradoxale, soit je me désengage. Et puis voilà. Et ils font un pas de côté.
Ouais. et vont au travail pour le travail, mais sans engagement. Ils sont obligés. Marc Landré, est-ce que vous partagez cette analyse-là, qui est très macroéconomique, qui est très dans les cycles économiques? Oui, elle est totalement documentée. C'est Antoine Fouché, l'ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, Qui vient souvent ici. Qui est venu présenter son livre il n'y a pas longtemps. Il le dit très bien dans son nouveau livre, sortir du travail qui ne paye plus. Dans les années 70, il fallait 15 ans à un salarié moyen pour pouvoir doubler son niveau de vie. Aujourd'hui, en 2024, il faut 80 ans. Ça veut dire 2 fois une vie de travail. C'est ça l'origine du désengagement aujourd'hui des salariés. Donc c'est les enjeux financiers. C'est un enjeu d'espérance, c'est un enjeu de projection. Aujourd'hui, on ne se projette plus on ne se réalise plus grâce au travail. Une minorité, en tout cas la majorité des gens ont l'impression qu'ils vont travailler pour pas grand-chose et pour avoir un horizon de vie qui va être moins bien que ce qu'a vécu leurs parents. On est la première génération aujourd'hui au travail qui pense que l'avenir est plus sombre que celui d'avant, que le passé, que ce qu'ont vécu les générations précédentes. Et ça, c'est un changement fondamental de paradigme et donc de positionnement dans la société et dans l'entreprise. On n'a pas le temps, évidemment, vu le temps imparti à ce débat, mais le contexte global dans lequel on évolue, depuis presque 5 ans, je parle du Covid, de turbulences, guerre et sensations comme ça de... Inflation. Et l'inflation, évidemment, génère évidemment des murs. L'étude que vous dévoilez, elle dit à peu près la même chose avec des chiffres. Comment vous constatez, vous, ce désengagement? Qu'est-ce qui justifie ces engagements? Vous partagez l'avis de Fabrice Gatti et de Marc Landré? Effectivement, il se voit de 2 manières, ce désengagement. Déjà dans les faits et dans les chiffres, comme vous l'avez dit, avec un impact aujourd'hui sur la productivité. Et c'est là que ça devient un sujet économique, un sujet dont on se préoccupe. Et nous, on n'a jamais vu autant de dirigeants nous parler d'engagement. Donc il y a un vrai momentum. Excusez-moi, on n'a jamais parlé autant d'engagement de QVT. Et sur ce plateau en particulier, avec des DRH engagés, et je les crois quand elles viennent, vraiment. Elles me parlent, elles me font la liste des courses de tout ce qu'elles proposent aux collaborateurs, et pourtant, ils sont désengagés. Donc pour revenir, il y a des effets au long cours, et là je souscris totalement, 80 ans au lieu de 15 ans, 6 générations pour passer du revenu minimum au revenu médian. Donc il y a des sujets de type sécurité de l'emploi et de type basique, en fait, de type est-ce que mon emploi me permet de vivre dignement et sereinement. Et après, il y a d'autres choses, il y a des effets qui sont plus compliqués, et du coup, il faut bien les investiguer. Je pense qu'on est tous les 3 d'accord là-dessus, c'est que l'objectif, c'est pas de dégainer le maximum de solutions, et surtout pas les solutions les plus innovantes ou les plus tendances, c'est d'aller décrypter ce qui se passe dans les organisations, d'ouvrir le capot pour voir ce qui pourrait faire la différence. Vous qui êtes dans le capot, parce que vous avez un regard chez SIA Partners, vous avez un regard par l'intervention que vous faites dans les entreprises. Vous les voyez bien, ces DRH, ils vous parlent, et ils vous parlent comme à moi. Ils font des choses. Ils font des choses. Ils font beaucoup de choses, et on y reviendra plus tard sur les remèdes, sur les remèdes à mettre en œuvre. Mais je pense que la problématique, elle est avant tout qu'il faut faire quelque chose de sur mesure. C'est-à-dire que le désengagement, il est individuel. On est dans une société de plus en plus individualiste, et le désengagement, il reste sur cette règle-là, qu'il est individuel. Et donc, il va falloir trouver quasiment des solutions au cas par cas en fonction des problèmes des gens, des individus, pour les rebrancher sur l'engagement. Là, les DRH, ils ont zappé, là. Non, mais je prends un exemple. Entre Paris et la province, les problèmes ne sont pas les mêmes. Clairement. Je veux dire, les remèdes à mettre en place ne sont pas les mêmes selon qu'on est en pouvoir d'achat, les questions de logement, les questions de transport ou les questions de parcours de carrière. Selon que vous êtes cadre ou ouvrier. Aujourd'hui, un ouvrier, c'est plus quelqu'un qui a les pieds dans la suire et qui a les mains dans le cambouis. Aujourd'hui, c'est un ouvrier spécialisé, technicien technologique, qui a une autre vision que ce qu'avaient ses parents. Et dernier point, et après j'en conclue là, le grand mal de notre société aujourd'hui, c'est que vous avez des jeunes qui se disent « Moi, j'ai pas envie d'avoir la même vie que mes parents. Ils ont trimé toute leur vie pour un salaire de misère et à 50 ans, ils divorcent. Moi, j'ai pas envie de cette vie-là et donc je vais me réaliser autrement. » à travers des loisirs, à travers de la culture, à travers des amis, des voyages qui sont beaucoup plus facilités par rapport à ce que nos parents ont pu connaître. Et donc, on a vraiment un changement de paradigme dans la société qui se traduit dans l'engagement individuel. Mais je vais faire une moue parce que les DRH, quand on parle avec elles, et avec eux, mais principalement des femmes, vous disent, moi, quand j'amène aussi des outils un peu innovants d'individualisation, on a quand même des décideurs, pas tous, qui disent, attends. D'abord, on va faire le financier, on va faire le commercial, on va gérer le réseau marketing. On fera un peu de RH et de QVT qui est un peu le gadget. Vous l'avez dit, Arnaud, quand on amène des outils. Et en fait, on est aujourd'hui sur du saupoudrage managérial, on est sur du saupoudrage organisationnel. Mais on ne se pose pas la question de qu'est-ce que le travail. Donc, fondamentalement. Mais fondamentalement. Donc, on a un environnement, on n'est pas sorti, c'est François Dupuis qui le disait extrêmement bien, commençant par le constat brutal, on n'est pas sorti des pratiques tayloristes. Et il disait, bien sûr,
c'est plus que le management classique, les décisions centralisées, c'est tous les nouveaux outils technologiques, les KPI, les reporting, les outils de mesure de la performance. Ça étouffe les collaborateurs. Étouffe. Les Mais cadres. ça étouffe. Ouais, Ce les qu'il cadres, faut les cadres. comprendre, c'est que ça étouffe nos besoins fondamentaux. C'est-à-dire que si on ne se questionne pas sur la place de l'humain dans l'organisation, si on ne se questionne pas de ce dont on a besoin, et c'est ce que dit Flore, comme avant, on pouvait gagner suffisamment d'argent. Marc le dit. Avant, on mettait 15 ans pour y aller. Bon, bah allez, ça vaut le coup, même si mon boulot, il n'est pas top. Au moins, j'y vais parce que je vais mieux vivre. La ligne devant, elle est longue, hein, Mais, et on ne l'atteint pas. Hein. Non, là, sauf que on n'y croit pas. on n'y croit plus parce que le discours que tu me tiens n'est pas conforme à la réalité que j'observe dans l'entreprise. Et dans ma vie quotidienne. Donc d'ailleurs. je me désengage parce que sinon, ça devient schizophrène. Et ceux qui essayent, c'est pour ça qu'il y a une multiplication de burn-out. Burn-out, parce Mais bien qu'ils y sûr. croient, ils s'engagent à fond. Ils y croient, j'y vais, et ils se prennent le mur. Sauf que, c'est ce que dit très bien Flore dans le rapport, il y a une responsabilisation totale des managers, sauf qu'on ne leur donne pas le pouvoir, l'autonomie, ce que j'appelle l'autonomie dans mes bouquins, c'est la capacité d'amener des idées sur les sujets qui les concernent. Donc ils sont complètement contraints Exact. et ils explosent. Les managers, ça c'est un vrai sujet, parce qu'on voit dans votre étude qu'il y a un désengagement complet ou total du manager qui dit « moi je fais remonter ». Mais ça ne redescend pas, on ne me donne pas les bons outils, je ne sais pas quoi faire, avec des cas presque sociologiques par rapport à des jeunes, des positions d'horaire de Ils ne sont travail, pas formés. et pas de formation. En fait, les managers, là, ils sont en première ligne de tout ce qui craque dans le monde du travail. Donc, c'est eux qui ont toutes les demandes d'individualisme, c'est eux qui ont parfois le moins d'autonomie, c'est la population la plus désengagée. Et donc, la recommandation, en fait, c'est de remonter les sujets d'un cran. Et je pense qu'il y a deux grandes responsabilités aujourd'hui d'un point de vue des dirigeants RH et des dirigeants tout court qu'il faut réinvestir. Oui, pour le sur-mesure dans une certaine mesure, et plutôt pour trouver des cas de figure qui sont en fait effectivement Un peu typologiques, province, ouais. voilà, des typologies et des choses qui permettent en fait de garder l'équité au cœur. Et ça, c'est une grande responsabilité de dirigeants, parce que là, la fracture qui est en train de se créer entre les cols bleus, les cols blancs, ceux qui ont le droit au télétravail et ceux pour lesquels on n'a pas ouvert la boîte de Pandore de la modernité sociale, Qui arrive la semaine des 4 jours. Craquer, hein. Ouais. Arrive la Qui semaine des est 4 jours. une réponse, qui est une réponse qui au peut être- télétravail. voilà. Qui peut être une réponse au télétravail. Tout à Il y a fait, cette scission. Le contrepoids, moins de télétravail, semaine des 4 jours. Mais je vous ai vu lever les yeux au ciel tout à l'heure. Encore une fois, on va vers quoi? Parce qu'on nous vend l'IA en ce moment d'une manière très... En disant, vous allez voir, ça va alléger. On déchante beaucoup sur l'IA. Mais c'est On est pareil. d'accord, mais Voilà. c'est vendu. On nous dit, vous allez voir, toutes les tâches pas agréables, bon, on va vous les alléger et vous allez trouver le monde merveilleux du travail. Si on regarde, C'est ça qu'on si nous on dit. regarde l'histoire de l'entreprise, on nous a dit la même chose avec Internet. Les mecs Exactement. ne peuvent plus parce qu'ils ont 150 emails dans leur boîte. On leur dit même chose avec les KPI, vous allez voir, ça va dire, mais non, maintenant on peut plus bouger. C'est tout pareil, donc c'est pas l'outil qui est mauvais, c'est que dans la philosophie même, on est toujours sur une philosophie de la rationalité et de l'utilité. Donc tant que l'utilité est vue comme le principal critère de l'action, tout le reste c'est du temps perdu. Donc si on ne modifie Terrible pas... ce que vous dites. Hein. Mais non, mais c'est pas terrible. C'est que plus on sera conscient du problème, plus on pourra Plus on peut le résoudre. traiter, on est d'accord. Plus on peut le traiter. Oui, il faut un bon diagnostic pour C'est- avoir bah, le meilleur Mais je point. pense que la prise de conscience maintenant, avec la guerre des talents, avec les pénibilités de recrutement, avec les tensions sur le marché du travail, les DRH et les recruteurs ont pris conscience que cette notion d'engagement, elle devait être repensée, elle devait être réinitialisée pour recruter les meilleurs, et 2, pour pas les perdre. Et les garder. Et les garder. Nous, et on donc, parle d'un phénomène de bascule de la guerre des talents à la guerre de l'engagement. Et il y a peut-être un sujet, c'est que là, il y a un sujet de narratif. Tu parlais tout à l'heure des gens qui font plus rêver, ceux qui ont donné toute leur vie au travail et qui ont été... Ils font pas rêver leurs enfants Voilà. surtout. Et par ailleurs, en fait, nous, on a fait une étude auprès de jeunes générations qui n'ont pas mis encore un orteil dans le monde du travail, qui parlent de labeur, de Qui pénibilité, ont de peur, hein. charge, Ouais. de burn-out. Ouais. Et en fait, la responsabilité des dirigeants, c'est aussi d'être enthousiaste, ou en tout cas de raconter que le travail, c'est de la matière vivante, c'est de la matière réelle. Il y a des gens, il y a des femmes. En fait, faire des choses ensemble, tricoter des choses Donc ensemble, réenchanter faire le des travail. projets. oui, mais Ben c'est voilà. bah pas ouais. Et que en des fait, dirigeants, parce que là on interroge les dirigeants, mais c'est de la Voilà. société tout entière. Oui. C'est des politiques Parler qui du n'ont que travail le et mot non pas seulement de souffrance, l'emploi. pénibilité, prévention. Je veux dire, en vérité, L'éducation pour que les enfants puissent se dire j'ai envie d'y aller. Mais j'ai vu un reportage à la télé, ça m'a fait halluciner, sur France 3, où on interrogeait les gens sur aimez-vous votre travail. Et ce reportage montrait à 75% de ce micro-trotte, même 80%, les gens aimaient leur travail. Mais bien sûr. Ils disaient je suis content d'être Mais au c'est le travail. creuset J'aime de mon notre travail. identité, le Comment travail. on l'entend jamais? Mais non, on l'entend jamais. On ne l'entend pas assez. Bah oui, il y a des gens heureux d'aller au puis il y a travail. une grande différence entre le déclaratif et puis le réel. Parce que quand on leur demande est-ce que vous aimez suffisamment votre travail pour travailler 2 ans de plus, parce que collectivement il faut qu'on travaille un peu plus, là ils vous disent non, je préfère partir avant et toucher Oui, mais moins. ça montre Ça, c'est bien vrai. une chose, c'est que l'homme est plutôt
positif. Il se lève le matin en disant j'ai envie de bosser. Mais Il y a un rencontre des optimisme chez conditions. l'homme. Mais oui, mais C'est il rencontre des conditions qui sont défavorables. Et moi, ce que je dis vraiment, c'est qu'il faut sortir de cette vision quantitativiste, cette vision individualiste pour dire il y a une interdépendance nécessaire entre un contexte, c'est-à-dire l'environnement, les pratiques de l'organisation, la culture de l'entreprise, 2, les leaders, donc les managers et les dirigeants. Donc il faut les former. 3, il faut mettre en position managériale quelqu'un qui a envie. Et ce n'est pas une récompense, le management, c'est une compétence. C'est vrai. Et puis 3, il y a les acteurs du système qui vont négocier, qui sont des êtres rationnels. Et donc, c'est une négociation. Il faut sortir du dogmatisme, en fait. Marc Landré, Aude et Aude, hein, Flore, voilà, c'est très joli, Aude aussi. Et Fabrice, vous êtes tous les deux tous les trois à la tête d'une entreprise. Vous réunissez votre COMEX. Et vous décidez de prendre à bras-le-corps le sujet de l'engagement. C'est quoi la première mesure que vous mettez en place ? Pour moi, il y en a 2. C'est équilibre vie pro, vie perso, pour faire en sorte qu'on vienne travailler non pas les pieds derrière. Et 2, c'est la question des aidants. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 10% des salariés qui sont aidants. On sait qu'en 2030, ça sera 25%. Parce qu'on aura soit un enfant malade, soit un parent malade dont il faudra s'occuper. Et donc ça participe. Si l'entreprise se montre qu'elle est capable d'écouter, mais surtout d'apporter des solutions, des éléments de réponse aux problématiques qui touchent à l'intérieur d'eux-mêmes leurs salariés, là, ils se diront, tiens, ma boîte se soucie de ce que je suis, de là où je vais, et donc ça va me donner envie de m'engager pour elle. Donc elle me porte un intérêt. Et donc je lui renvoie elle m'écoute, elle me propose des solutions qui correspondent à mes vrais problèmes. Et je renvoie quelque chose, et je lui rends quelque chose. Moi, Flore. déjà, je regarderais si sur le basique, les back to basics, on y est, c'est-à-dire considération, management, autonomie, on n'y est pas. Et ensuite, sur ce qu'on fait ensuite ou de plus, j'aime beaucoup effectivement cette réflexion sur c'est quoi le nouveau commun, c'est quoi le nouveau collectif qui est beaucoup plus inclusif, c'est quoi les règles du jeu équitables où chacun à l'intérieur se sent considéré. Et moi je suis tout à fait d'accord sur les aidants, sur les parents, sur des choses qu'on peut faire à la maille, mais en retrouvant des catégories globales. C'est-à-dire prendre en compte la globalité d'un être humain et pas uniquement son caractère utilitariste. Que le commun d'hier ne sera pas le commun de demain. Fabrice Gatti, votre proposition ou vos propositions, parce que la question est posée là. Ouais, 3 choses. La première, c'est déjà mettre en place une configuration qui favorise le sentiment de compétence, c'est-à-dire je sens que je peux arriver à ce qu'on me demande. 2, d'autonomie, je peux amener des idées. 3, de relations, parce qu'on est des êtres de lien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut réinventer la qualité du travail. Donc moi, je sors de la qualité de vie au travail, c'est-à-dire de permettre aux gens de prendre conscience de ce qu'ils font naturellement et de dire vers quel type d'activité tu vas te réaliser. À partir de ce moment-là, en fait, on crée une motivation interne. Donc, on va J'existe à l'égard de la qualité de mon travail. Oui. Mais donc, on sort de quelque chose de très utilitariste. Et 3, c'est un pacte, c'est un cadre de collaboration dans lequel je me sens en sécurité pour agir, mais j'ai des responsabilités en tant que salarié et j'ai des responsabilités en tant que dirigeant. Il y a un petit fil rouge dans tout ce que vous dites. Ouais. Il y a quand même un rapport à l'écoute de l'autre et de le prendre en considération. Écoute et reconnaissance. Et je dirais même un point supplémentaire, qui est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en France et qui pourtant est très usité ailleurs, c'est le droit à l'erreur. On doit reconnaître aux salariés et notamment aux managers ce droit à l'erreur qui les fait progresser et donc qui leur montre que, ok, t'essayes, tu mets de la bonne volonté, tu te plantes, c'est pas grave, on est là, on te soutient, on va avancer ensemble. Et on grandit sur l'échec. Et juste par rapport à ça, parce que j'en parle dans le bouquin, c'est la responsabilité va forcément de pair avec le droit à l'erreur, sinon c'est une injonction paradoxale. Si je te demande de prendre des responsabilités mais que je te punis si tu fais une erreur, alors j'en prends plus. Laisse-moi un champ d'expérimentation. Flore, le mot de la fin. Je rappelle les grands défis de la réinvention. Boson Project, c'est un travail assez titanesque que vous avez fait, parce que c'est votre sujet. L'humain, c'est un mot un peu valoche, mais quand même, écouter l'autre, prendre le temps de comprendre ce qu'il veut. Je pense que le mot de la fin qu'on a tous les trois prononcé, c'est vraiment l'histoire du pacte. S'engager, c'est donner au présent pour recevoir au futur. Qu'est-ce qu'on donne au présent, qu'est-ce qu'on construit dans le futur et comment on se donne la main et comment on le fait explicitement, comment on se reparle des règles du jeu. Et comment on n'hérite pas de règles du jeu dans des organisations auxquelles on ne souscrit pas ou qui ne créent pas de mieux. C'est un débat passionnant, c'est un débat de fond, parce que c'est un débat qui impacte aujourd'hui la réflexion de tous les décideurs, de tous les managers, des dirigeants. Et de la société entière. Et de notre société et des politiques. Vous avez raison, Marc Landré, de les impliquer, de ne pas être toujours dans le noir, le dark, mais aussi de valoriser le beau. Merci, c'était passionnant. Merci à vous, Fabrice Gatti. Vous avez fait un très bon teasing de votre livre. Je vais tenter une dernière présentation du titre SOS Travail. Sous tension, défis et solutions d'un monde professionnel en détresse, sorti chez Éric B.
Henrik B. C'est le 13 novembre prochain. Merci à vous, Flore Villemeau, avec cette étude sous le bras, les grands défis de la réinvention chez Boson Project. Et merci à Marc Landré pour sa présence, associé chez SIA Partners. Merci à vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on parle chiffres. Eh oui, chiffres, et c'est important les chiffres. Fenêtre sur l'emploi pour parler des salaires. Oui, les NAO, les négociations annuelles obligatoires, c'est un round classique. Et on en parle avec vous, Cyril Bélanger, directeur conseil en rémunération chez Mercer France. On en est où de ces négociations annuelles, les NAO? Bonne année, mauvaise année, on serre la vis? Alors, cette année, lorsqu'on a fait cette analyse sur l'exercice 2024, on était plutôt sur une bonne année. Puisque, en fait, on a eu un ralentissement de l'inflation, plutôt autour des 2,4%. Et à contrario, on a eu plutôt des budgets d'augmentation qui ont tourné à 4%. Ce qui fait qu'on a eu un budget d'augmentation qui est venu couvrir une grande partie, même la totalité, voire plus, de l'inflation que ce qu'on avait pu observer les années passées. Là, les années passées, on avait plutôt eu un phénomène un décalage en faveur plutôt de l'inflation. Cette année, c'est plutôt une année de rattrapage. Elles ont respecté dans la grande majorité les cadres de calendaire mars 2024, mais ce qui est intéressant, c'est que les entreprises interrogées, 226, accordent une augmentation, c'est votre étude, exclusivement à la population non cadre. Exactement. Alors, c'est intéressant. Ouais, en fait, vous avez deux choses. Vous avez, dans ces budgets, on a à la fois les augmentations qu'on appelle générales et à l'intérieur également les augmentations qu'on appelle les augmentations individuelles. Ce qui est assez intéressant en 2024, c'est que sur 2024, on avait des budgets d'augmentation généraux qui touchaient principalement les non-cadres, d'accord, avec quasiment la totalité de ce budget sur cette population, alors que la partie cadre a plutôt été touchée, elle, par ce qu'on appelle les augmentations individuelles, avec un petit peu plus de sélectivité que ce qu'on avait pu voir les années passées. Alors Cyril, il y a un autre sujet qui est intéressant. Donc vous nous dites que l'année 2024 est plutôt intéressante pour les salariés avec le différentiel baisse de l'inflation et des maintiens de négo assez hauts. Par contre, il y a la prime pour le pouvoir d'achat qu'on appelait communément la prime Macron. Là, dans vos chiffres, il y a seulement 19% des entreprises qui l'utilisent. Donc elle ne fonctionne pas aussi bien que ça, en tout cas en 2024, cette prime. Exactement, vous avez raison. En fait, les 2 premières années où elle a été utilisée, en 2022-2023, elle a été plébiscitée par les entreprises, puisqu'on a plutôt tourné entre 68% et 40% des entreprises qui les ont utilisées. Ça a vraiment été une prime de transition qui a permis justement de couvrir cette période d'inflation durant laquelle les sociétés n'avaient pas pu avoir des augmentations suffisantes pour couvrir l'inflation. Elle avait un autre avantage et qui a été en plus fiscalement et socialement intéressante à l'époque. Aujourd'hui, elle est beaucoup moins utilisée parce qu'on revient un petit peu plus sur une situation normale, je dirais, et 2, parce que fiscalement et socialement, aujourd'hui, elle est également moins intéressante que les années passées. On a déjà une projection avant de nous quitter là, sur ce qui se prépare pour 2025, parce que 2024, vous dites c'est plutôt une bonne année pour les salaires, notamment pour les non-cadres. 2025, on nous dit que c'est compliqué. Alors, 2025, ce qui est assez compliqué, c'est qu'aujourd'hui, une partie des sociétés avait anticipé de l'inflation sur 2025. Aujourd'hui, on se rend compte que cette inflation va retomber à des niveaux normaux. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les sociétés avaient plutôt budgété autour de 3,2-3% d'augmentation pour 2025. Ouais. On revient à des niveaux un petit peu plus cohérents avec ce qu'on avait pu voir les années passées. Néanmoins, la tendance est plutôt aujourd'hui de tomber un petit peu en dessous de 3%. Donc, clairement, un budget réaliste, ce serait autour des 2,8 à 3% d'augmentation sur 2025. Recentrage et un léger tour de vis par le contexte, évidemment, exactement, et puis par une inflation qui baisse. Merci Cyril Bélanger de nous avoir éclairé, parce que c'est des sujets, évidemment, qui interpellent des millions de Français, bien entendu. Directeur conseil en rémunération chez Mercer France, qui est un peu le livre de chevet de tous ceux qui s'intéressent aux enjeux de salaire. Merci de nous avoir rendu visite. Et je vous dis à très très bientôt, peut-être l'année prochaine pour l'étude 2025. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Xavier à la réalisation, merci à Saïd au son, et merci à Nicolas Juchat, évidemment, qui m'accompagne dans cette émission. Merci à vous pour vos messages et votre fidélité. Je vous dis à très bientôt, bye bye.